Donc on se retrouve pour la vidéo du grand 1. On va commencer par la position la plus évidente, qui est de dire qu'on peut avoir des certitudes. Donc grand 1, oui, on peut avoir des certitudes et des moyens de les fonder. En fait, je ne vais pas tellement me préoccuper des certitudes faibles, c'est-à-dire ça me paraît tellement évident qu'on peut en avoir que je ne vais pas faire une sous-partie entière dessus. Mais vous, je vous rappelle que dans l'idéal, vous devez faire 3 sous-parties par partie. Donc vous auriez pu faire tout simplement une première sous-partie sur les certitudes faibles. Moi, je vais aller directement au cœur du truc. Je vais montrer qu'on peut aussi avoir des certitudes fortes. D'accord ? Une certitude forte, c'est quoi ? C'est une certitude qui est fondée. D'où le titre, on peut avoir des certitudes et des moyens de les fonder. Le premier moyen de fonder les certitudes, si vous vous souvenez du schéma, quand on cherche les fondements de la connaissance, on tombe sur l'expérience et la démonstration. Donc le premier, c'est l'expérience. D'où le titre du grand A, parce que l'expérience garantit que nos certitudes soient vraies. D'accord ? Alors, la référence incontournable sur le sujet, c'est Aristote. Et avant qu'on rentre dans le résumé de sa position, Aristote, il a rendu un grand service à l'humanité en faisant quoi ? En donnant une définition de la vérité. Cette définition de la vérité, il faut la connaître par cœur, parce que la vérité, c'est une des notions du programme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez avoir, ça peut être un des mots-clés d'un sujet qu'on va vous donner. D'accord ? Vous pouvez avoir un sujet uniquement sur la vérité, il faut connaître la définition de la vérité. Alors quand je demande aux élèves de me donner une définition de la vérité, leur première réaction c'est de dire « mais madame, ça n'est pas possible ». D'accord ? Il n'y a pas de définition de la vérité, puisque la vérité, c'est subjectif, ça dépend des gens. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous confondez opinion et vérité. L'opinion, c'est vrai, elle dépend des gens. D'accord ? Et parfois, les gens disent que leur opinion, c'est leur vérité. Mais en fait, quand on fait ça, c'est un peu une faute de langage. Parce que imaginez quelqu'un, son opinion, c'est que la Terre est plate. C'est ce qu'on appelle les platistes. Il pourrait dire, c'est mon opinion, il pourrait dire, c'est ma vérité. Mais sauf que sa vérité, elle est fausse, parce que la Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde, d'accord ? Et donc, c'est ça qui est important de bien voir, c'est qu'il ne faut pas confondre vérité et opinion. Et quand on met vérité au pluriel, ou qu'on dit ma vérité, etc., qu'on suggère qu'il y a plusieurs vérités, en fait, on se trompe. On ne parle pas de vérité dans ces cas-là, on parle d'opinion. D'accord ? Donc ça, c'est un premier truc qu'a compris Aristote, c'est que la vérité, il n'y en a qu'une. Donc, vous allez le noter là, c'est un petit bonus bac avant qu'on note, il y a plus de 2 bonus bacs importants avant qu'on note la définition. La première chose, c'est que la vérité, il n'y en a qu'une. Lorsque l'on dit qu'il y a plusieurs vérités ou que chacun a sa vérité, on commet en réalité un abus de langage. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, en fait, on sous-entend qu'il y a des vérités qui pourraient être fausses, ce qui est contradictoire. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un bonus bac important. Il n'y a qu'une vérité au sens strict. Parce que sinon, on sous-entend qu'il y a des vérités fausses, on se contredit, ça devient n'importe quoi. Ça, c'est important parce que vous pourriez avoir un sujet du style « peut-on dire à chacun sa vérité ?» Là, le truc qu'il faut repérer, c'est sa vérité. Enfin, déjà, c'est complètement stupide en fait comme expression. Dire à chacun a sa vérité. Voilà. En fait, non, chacun a son opinion, mais pas chacun a sa vérité. Si vous préférez formuler comme ça, le bonus bac, ça serait on peut dire à chacun son opinion, mais on ne peut pas dire à chacun sa vérité parce qu'il y a des opinions qui sont fausses. D'accord ? Donc ça, c'est un premier bonus bac. C'est la première idée d'Aristote, c'est vraiment de se dire la vérité, il n'y en a qu'une, donc il faut que je trouve une définition qui donne un critère de vérité qui me permette de trouver quelle est l'unique vérité. D'accord ? Ça, c'est un point important. Deuxième chose, c'est que, en général, quand je pose la question aux élèves, c'est quoi la vérité ? Il y en a toujours un pour me dire, la vérité, c'est ce que tout le monde pense. Mais tout le monde peut penser quelque chose et ça peut être faux, quand même. Donc ça, c'est le deuxième bonus bac, ce n'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que c'est vrai. Autrement dit, en fait, on ne peut pas définir la vérité par la notion de consensus. Un consensus, c'est une opinion qui est partagée par plein de gens. Mais c'est pas parce que tout le monde le partage que c'est vrai. Donc ça, c'est 2 bonus bac importants, il faut déjà mettre ça, sinon on va pas être d'accord sur la définition de la vérité. Alors la définition de la vérité, en fait, je la trouve belle. Oui, on a le droit de trouver des définitions belles. Pour vous la faire comprendre, je vous ai fait un petit schéma. Donc, en fait, vous voyez,
imaginons, là, il y a un bonhomme qui pense, enfin, on va faire comme ça plutôt. Il y a un bonhomme qui voit qu'il y a un triangle, là, qui est dessiné au tableau. Ce triangle est noir. Et, il pense que le triangle est noir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que sa pensée est en accord avec la réalité. Et dans ce cas-là, sa pensée, elle est vraie. C'est ça la définition de la vérité. Il faut la noter ensuite. La définition de la vérité, c'est l'accord entre la pensée et la réalité. A l'inverse, là, j'avais pris le platiste, là, celui qui pense que la Terre est plate. Et il paraît dans les journaux là récemment, ils ont dit il y a quelqu'un qui croyait, pour prouver que la Terre est plate, il a essayé de créer une fusée pour partir dans l'espace et il en est mort, parce que voilà. Donc vous voyez comme ça fait stupide. Donc un platiste, qu'est-ce qui se passe? Sa pensée, c'est la Terre est plate, il faudrait dessiner un trait comme ça. Dans la réalité, en fait, la Terre elle est ronde, donc il y a un désaccord, donc c'est faux. Vous voyez? C'est assez simple en fait, la définition de la vérité. C'est très joli comme définition. C'est l'accord entre la pensée et la réalité. Si vous voulez faire chic dans vos copies, vous pouvez mettre, parce que c'est ça le terme qu'employait Aristote, c'est l'adéquation entre la pensée et la réalité. Ça, c'est la définition de la vérité. Je reviens 2 secondes. J'ai oublié mon stylo rouge. Donc la vérité, c'est ça. C'est quand la pensée et la réalité sont en accord. Donc normalement, vous avez écrit les 2 bonus bac, vous avez écrit la définition. Je vous invite ensuite à recopier ce schéma qui est tout simple, mais qui va nous servir parce qu'en fait, dans le grand 2, on va le reprendre, mais en complexifiant. Donc pour l'instant, vous m'écrivez ça. À partir de là, que pense Aristote? Donc il a déjà quand même fait un beau service à l'humanité, il a défini la vérité. Ensuite, petite remarque, ça ne veut pas dire que c'est facile à trouver la vérité. C'est pas du tout sûr que c'est possible d'être en accord avec la réalité. Enfin, ça, on y reviendra. Mais ce que va faire Aristote, c'est qu'il va aller plus loin. Le résumé de sa pensée, c'est que c'est par l'expérience que l'on peut s'assurer que notre pensée va être en accord avec la réalité. En fait, qu'est-ce qui va nous permettre de faire le pont entre pensée et réalité? C'est justement l'expérience. En fait. L'expérience, c'est le fait que mon petit bonhomme là, qui pense, il va se confronter à la réalité en fait. Il va utiliser l'expérience, d'abord il va utiliser ses 5 sens. Ça c'est la base de l'expérience en fait. Donc vous allez pouvoir le rajouter sur le schéma. L'expérience c'est d'abord une expérience sensorielle. J'ai plus la place au tableau. Donc il va utiliser ses 5 sens, il va regarder, d'accord? Et puis il va aussi pouvoir faire des expérimentations. Donc ça c'est le 2e sens du mot expérience, c'est une expérience qui est plus active. Expérimentation. D'accord. En fait la personne du coup elle va se confronter à la réalité. D'accord. Donc c'est quoi la justification de ça? C'est qu'en fait, c'est la première chose à noter, c'est que par définition en fait une expérience c'est une confrontation qui est plus ou moins directe à la réalité. Elle est directe quand c'est une expérience sensorielle, elle est indirecte quand on monte tout un dispositif d'expérimentation en laboratoire par exemple, d'accord. Et donc comme c'est une confrontation à la réalité, évidemment, ça va nous aider à être en accord avec la réalité. Ça c'est la justification générale. Mais en dessous de cette justification générale, il va falloir, de nouveau j'ai oublié mes stylos, noter 2 justifications plus particulières. La première chose, c'est qu'une expérience, elle a un côté immédiat, évident, en fait. C'est quoi une évidence? Une évidence, c'est quelque chose, c'est dans la racine du mot évidence, vide, il y a la racine videre. C'est quelque chose qui se donne à voir immédiatement. En fait, si on voit un triangle noir, c'est immédiat pour nous que ce triangle, il est noir. L'expérience sensorielle, elle est immédiate, et donc elle a un très fort caractère d'évidence. Okay. Et ça nous donne forcément un très fort sentiment de certitude. Ce qu'on voit sous nos yeux, on n'en doute pas. En fait, à part si vous êtes un peu fou, ou si vous venez de voir Matrix, vous n'êtes pas en train de douter que ce triangle existe et qu'il est noir. Vous n'êtes pas en train de douter que j'existe. Voilà, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous êtes en train de rêver, etc. Donc c'est pour ça que l'expérience elle est intéressante, hein, c'est parce qu'elle est immédiate, donc elle a un très fort caractère d'évidence. Okay. La deuxième chose qui est intéressante avec l'expérience, c'est qu'elle nous permet de sortir de notre subjectivité. En fait, on peut avoir une pensée qui est subjective
Et par l'expérience, on va se confronter aux faits. Et donc on va se confronter à quelque chose qui est beaucoup plus objectif. Donc ça nous permet de sortir de notre point de vue qui est uniquement personnel et subjectif. Voilà du coup pour la pensée d'Aristote sur la vérité et l'expérience. Le but, vous voyez, c'est d'avoir montré que si on a fait l'effort de se confronter à l'expérience, alors oui, on peut bien sûr avoir des certitudes, parce qu'en fait, on peut prouver tout simplement que ce qu'on a dit est vrai. Voilà. Alors, on va voir maintenant du coup un deuxième argument qui nous permet de montrer qu'on peut avoir des certitudes, et même des certitudes fortes, parce qu'en fait, on a un deuxième moyen de fonder les certitudes, c'est la démonstration. Donc ça donne comme titre « Parce que la démonstration garantit que nos certitudes sont indubitables ». Alors qu'est-ce que ça veut dire indubitable? C'est un mot que parfois certains ne connaissent pas, donc vous pouvez vous noter la définition juste là. Indubitable, c'est quelque chose dont on ne peut pas douter. C'est-à-dire même si on essaye très très fort, on n'arrive pas à en douter. Alors de nouveau, le retour d'Aristote. Aristote, donc, dans un ouvrage qui s'appelle « Les secondes analytiques », va poser les bases des règles logiques en démonstration dont on se sert encore aujourd'hui en mathématiques, etc. Donc à nouveau, tous ceux qui feront des prépas scientifiques l'an prochain, vous verrez Aristote, il ne sera peut-être pas nommé, mais en fait au fond c'est lui qui a vu et formalisé tout ça. De nouveau, ça va commencer par une définition, c'est la définition de la démonstration cette fois-ci. Et de nouveau, la démonstration, c'est une des notions du programme, comme la vérité. Donc c'est une définition qu'il faut connaître par cœur. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? Donc déjà, on peut se demander c'est quoi comme genre de chose une démonstration? C'est un raisonnement, mais pas n'importe lequel. On appelle démonstration un raisonnement qui est parfaitement rigoureux. C'est-à-dire, donc, vous pouvez déjà noter ça, c'est un raisonnement qui est parfaitement rigoureux, c'est-à-dire que la conclusion, elle est nécessaire. Si on a admis chacune des étapes précédentes du raisonnement, alors la conclusion, elle est nécessaire. Il ne peut pas en être autrement. Donc, autrement dit, elle est indubitable. C'est un raisonnement parfaitement rigoureux dont la conclusion est indubitable si on a admis ce qu'on appelle les prémices du raisonnement. Donc, les prémices, c'est écrit comme ça. Hop. Les prémices, ce sont les hypothèses qui sont à la base du raisonnement, puis en fait la conclusion du coup elle est indubitable à partir du moment où on a admis les prémices du raisonnement, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est ça une démonstration. Et le résumé de la pensée d'Aristote, il est très simple, c'est de dire on peut avoir des certitudes parce qu'on peut se fier à notre capacité à faire des démonstrations rigoureuses. Autrement dit, on peut avoir des certitudes parce que, en fait, on peut utiliser la démonstration pour fonder ce qu'on pense et donc avoir des certitudes fortes, d'accord, des connaissances. Vous allez me dire, ça paraît évident de dire, ok, on peut avoir des certitudes en s'appuyant sur des démonstrations. Tout le monde est un peu d'accord avec ça. Enfin, en fait, le problème, c'est quand les gens démontrent pas ce qu'ils disent, mais une fois qu'ils l'ont démontré, on peut avoir des certitudes. Je sais pas, par rapport au coronavirus, on avait pris ça dans l'exemple dans la situation, le problème c'est les gens qui démontrent pas ce qu'ils avancent. À partir du moment où il y a un article scientifique derrière, il y a des preuves, dans ce cas-là, il n'y a plus de raison d'avoir de doute. En gros, c'est ça qu'il est en train de dire Aristote. En gros, c'est une évidence. Mais, c'est pour ça qu'ici il y a écrit contexte, ça n'était pas du tout une évidence à son époque. À cause de qui? À cause de ceux qu'on appelle les sophistes. Alors les sophistes, qui sont-ils? Les sophistes, c'était des gens dont la profession était soit d'être avocat, soit d'être homme politique, ou en tout cas ils vendaient leurs services auprès des avocats et des hommes politiques. Et en gros, ils mettaient leur fierté dans le fait de dire « nous, on sait démontrer tout et son contraire. Tout et n'importe quoi. On peut vous démontrer tout et n'importe quoi. » Et donc les sophistes, pour faire ça, faisaient ce qu'on appelle des sophismes, d'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un sophisme, par exemple? C'est un raisonnement qui est pas vraiment rigoureux. C'est ça le truc, c'est que c'est pas une démonstration en réalité. Mais ça, les sophistes, ils n'avaient pas bien fait la distinction entre les raisonnements rigoureux et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est un raisonnement qui n'est pas tout à fait rigoureux, mais qui permet du coup de démontrer tout ce qu'on veut. Donc par exemple, un des sophismes très célèbres de l'Antiquité, c'était de dire « Socrate est mortel, or tous les chats sont mortels, donc Socrate est un chat. » Ça a l'air rigoureux,
Si vous avez compris le principe, vous pouvez à la maison démontrer que votre père est une girafe, par exemple. Hein. Vous allez voir votre père là, ce soir, vous lui dites papa, t'es mortel, or les girafes sont mortelles, donc tu es une girafe. Vous pouvez aussi démontrer que votre père c'est la tour Eiffel. Hein. Si vous pouvez dire papa t'es grand, la tour Eiffel est grande, donc t'es la tour Eiffel. D'accord? Je sais pas si vous avez compris, ça c'est un sophisme. Il y en a d'autres des sophismes, vous avez par exemple, alors celui-là je m'en mêle souvent dedans, un iPhone bon marché, c'est-à-dire pas cher. Un iPhone pas cher, c'est rare. Or, tout ce qui est rare est cher, donc un iPhone bon marché est cher. Ok, je vous le refais. Un iPhone pas cher, c'est rare. Or, tout ce qui est rare est cher. Donc un iPhone pas cher, c'est cher. Bizarre. Troisième sophisme que je peux vous faire, c'est sur le gruyère et les trous. Vous voyez, le gruyère, un fromage avec des trous dedans, bon bref. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que plus il y a de gruyère, plus il y a de trous? Mais plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Donc tout ça, c'est typiquement ce que faisaient les sophismes. Ils utilisaient comme ça des raisonnements où en réalité il y a des erreurs de logique. Et le petit défi que je vais vous donner, c'est de trouver quelles sont les erreurs de logique dans les 3 sophismes que je vous ai donnés. D'accord ? Pour essayer d'embrouiller les gens et de démontrer tout ce que vous voulez. Ce qui est très pratique hein, quand on est avocat ou quand on est un homme politique. Vous embrouillez les gens, vous leur démontrez que Macron est ceci, Macron est cela. Enfin, vous voyez, voilà, vous pouvez démontrer ce que vous voulez si vous maîtrisez bien les règles des sophismes. D'accord ? Donc, il faut que vous notiez d'ailleurs les 3 sophismes que je vous ai donnés. Vous prenez le temps de les noter si ça peut être utile. Et puis surtout, vous essayez de trouver où est l'erreur de raisonnement dans chacun des 3 sophismes. Alors, ça c'est du coup pour ça que Aristote, quand il dit si, attention en fait, vous pouvez vous fonder sur les démonstrations à partir du moment où elles sont rigoureuses. C'est ça tout son truc. C'est que Aristote va essayer de donner des règles pour essayer de distinguer les vraies démonstrations des fausses démonstrations. En fait, du coup, des sophismes. Une vraie démonstration d'un sophisme. Un sophisme, c'est un raisonnement qui a l'apparence d'une démonstration. Parce qu'il y a genre, je sais que, or donc, et ça depuis qu'on est tout petit en maths, on sait que c'est un raisonnement juste quand on fait je sais que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, or ici, donc, enfin vous voyez, on est habitué à ça, donc en fait on se laisse facilement avoir quand le sophisme il a l'apparence d'une vraie démonstration. Alors, pour justifier la pensée d'Aristote sur la démonstration, il y a différents degrés de difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner 3 justifications. Il est important que vous compreniez la première. Si vous ne comprenez pas la deuxième ou la troisième, c'est pas grave. D'accord ? Voilà. Ceux qui comprennent, tant mieux. Si les autres, tant pis, c'est pas grave. Je vous rappelle ce qu'il faut justifier, hein, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la démonstration est un fondement fiable pour la connaissance. Alors, la première justification que donne Aristote, c'est qu'il va tout simplement dire qu'à partir du moment où une démonstration est faite de façon rigoureuse, autrement dit, à partir du moment où elle n'est pas un pur sophisme, alors on peut se fier aux conclusions. Tout simplement par définition, en fait, hein, parce que la conclusion d'une démonstration rigoureuse est indubitable. Donc ça, c'est la première justification, c'est que Aristote, en fait, il va essayer de donner des astuces aux gens pour qu'ils arrivent à repérer est-ce qu'il y a un sophisme ou est-ce que c'est juste une démonstration rigoureuse. À partir du moment où c'est rigoureux, par définition, il n'y a aucune raison de douter de la conclusion. D'accord ? Donc ça, bon, déjà tout le monde doit avoir compris ça. Mais en fait, on peut rentrer un peu plus dans le détail et se demander quels sont les moyens de reconnaître une démonstration et reconnaître un sophisme à l'inverse. En fait, il y a des règles. Et du coup, Aristote va faire ce qu'on appelle la formalisation du syllogisme en le distinguant du sophisme. Il va dire un moyen de savoir si une démonstration est rigoureuse, c'est de pouvoir la mettre sous la forme d'un syllogisme. Qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme ? C'est une démonstration, déjà à la base, qui est sous cette forme-ci. Donc on a une première prémisse ici, une deuxième prémisse, avec or entre les deux, et une conclusion. Donc ça, vous allez me dire, le sophisme qui est là, pareil, hein, c'est je sais que, or donc. Mais bon, ça c'est déjà une première chose, c'est d'essayer de mettre la démonstration sous cette forme-là, d'accord ? Mais c'est pas
le seul critère. Le deuxième critère pour formaliser un syllogisme, c'est de s'assurer que les deux prémices sont vraies. Si une des deux prémices est fausse, ou fausse dans certains cas, etc., voilà, évidemment la conclusion sera fausse. Donc la formalisation du syllogisme, ce qu'il faut noter, c'est que 1, il peut s'écrire sous la forme je sais que, or donc, c'est-à-dire avec deux prémices et une conclusion. Ensuite, deuxième critère, il faut que les deux prémices soient vraies. Et le troisième critère, il faut que les deux prémices soient en rapport. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre là. Si vous ne comprenez pas, c'est pas dramatique. En fait, vous voyez, ce qui se passe là, ici je vous ai mis un syllogisme. Donc une démonstration qui est sous une forme bien précise, qui permet de montrer qu'elle est rigoureuse. Le syllogisme, c'est Socrate est un homme, or tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Ça, c'est absolument rigoureux. À quoi ça se voit? On a Socrate est un homme, et la prémisse suivante, elle commence par or tous les hommes sont mortels. Donc elle nous donne une information de plus sur les hommes. Faut remarquer que dans le sophisme, c'est pas ça qui se passe. On a Socrate est mortel, or le truc commence pas or tous les mortels sont. Non, ça commence or tous les chats sont. En fait, à partir du moment où ça commence par chat et pas par mortel, en réalité, ces deux prémices n'ont aucun rapport. Si on avait voulu faire une conclusion, il aurait fallu avoir Socrate est mortel. Or, tous les mortels sont des chats. Si effectivement tous les mortels étaient des chats, alors oui, Socrate serait bien un chat. Mais c'est pas ça le truc. Ici, on a tous les chats sont mortels, et pas tous les mortels sont des chats. Le mot mortel, il intervient à la fin de la citation, en fait. Enfin, à la fin de la deuxième prémisse. Et donc en fait, ça permet de bien montrer que les deux prémices ne sont pas en rapport. Donc en réalité, quand on a un sophisme comme ça, avec ces deux prémices-là, on peut juste rien en conclure. Vous me suivez? C'est un peu technique. Une autre façon de le voir, c'est de faire des petits schémas. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit ce syllogisme? Là, c'est un syllogisme. On a Socrate, c'est la petite croix là, c'est un homme. Donc je le mets dans une grosse bulle là, c'est la bulle des hommes. Socrate est un homme. Ensuite, on me dit tous les hommes sont mortels. Donc on me dit la catégorie homme égale mortel. Il est écrit homme égale mortel ici, si vous n'arrivez pas à lire, d'accord? Et du coup, effectivement, on peut en conclure, si Socrate est un homme et que tous les hommes sont mortels, Socrate est aussi dans la catégorie mortelle, donc tout va bien. D'accord? On voit ici immédiatement sur le schéma que les deux prémices étaient en rapport, en fait. Alors que, dans ce cas-là, les deux prémices, on voit très bien qu'elles n'ont aucun rapport. On nous dit d'abord, Socrate est mortel. Donc je mets Socrate dans la grande catégorie là, des mortels, en vert. Après, on nous dit, tous les chats sont mortels. Donc je mets une grosse bulle là, ça c'est la bulle des chats. Ils sont aussi dans la catégorie mortelle. Ok, donc Socrate est mortel, les chats sont mortels. Et alors quoi? En fait, ça n'a aucun rapport, on ne peut rien en conclure. Ok. Donc ça c'est un point important, c'est qu'Aristote en fait du coup va donner des astuces aux gens de son époque pour arrêter de se faire avoir par les sophistes. En disant essayez de faire comme je vous ai dit là, donc formalisez bien votre syllogisme, vérifiez que les prémices sont vraies, vérifiez qu'elles sont bien en rapport. Si c'est le cas, vous pouvez être sûr de la conclusion. Si c'est pas le cas, et là vous devez sérieusement en douter, c'est que vous êtes face à un sophiste qui est en train d'essayer de vous arnaquer. Okay. Le dernier point, encore plus subtil, si vous ne comprenez pas, à nouveau c'est pas grave, c'est qu'Aristote va faire reposer cette certitude sur la certitude qu'en fait un syllogisme est toujours, la conclusion d'un syllogisme est toujours vraie, sur le PNC, le principe de non-contradiction. En fait, le principe de non-contradiction, donc c'est de dire que dès qu'une personne se contredit, elle a nécessairement tort, c'est quelque chose qui est pour lui absolument indubitable. La contradiction, c'est un truc qui est complètement certain, ça. En fait, à partir du moment où, une façon de le voir, c'est que à partir du moment où quelqu'un se met à se contredire, il peut dire tellement tout et n'importe quoi que ça n'a même plus aucun sens de parler avec lui. Donc le principe de non-contradiction, va dire Aristote, est la condition de tout dialogue. Okay. Et donc du coup, Aristote se dit, le principe de non-contradiction, ça c'est un fondement ultra solide. Donc si vous voulez, dans le schéma de la ville de la connaissance, c'est comme si c'était une couche encore plus profonde que expérience et ou démonstration. D'accord ? C'est une couche encore plus profonde. La maison de la morale, elle est fondée en fait directement sur cette couche ultra profonde en réalité. Il y a un petit bug dans le schéma, mais voilà. Et en fait, ce qu'il va dire à Aristote, c'est que quand on a formalisé quelque chose comme ça, comme un syllogisme, en fait, ça serait contradictoire de dire que Socrate est mortel, mais qu'il n'est pas, qu'il est un homme, mais qu'il n'est pas mortel. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ce serait contradictoire de dire que Socrate est un homme mais qui n'est pas mortel, vu les deux prémices. Autrement dit, quand on a montré que deux prémices sont vraiment en rapport, d'accord, nier la conclusion est contradictoire. Donc, ce que dit Aristote, c'est que la conclusion d'une démonstration est indubitable parce que elle repose elle-même sur le principe de non-contradiction. Si vous avez compris ça, bravo. Si vous n'avez pas compris ce troisième point, c'est pas grave. Mais en fait, c'est intéressant parce que encore aujourd'hui, en logique, à nouveau, ceux qui en feront en prépa l'an prochain, on considère que le principe de non-contradiction, c'est la base de toute la logique. En fait. À partir de ça, on arrive à reconstruire toutes les règles logiques. Donc en fait, c'est un fondement dans le schéma. Là. Il y avait expérience ou démonstration. En fait, sous la démonstration, vous avez le principe de non-contradiction. C'est une espèce de brique sous-jacente qui est extrêmement forte, donc qui permet de fonder toutes les démonstrations. À partir du moment où elles ont été, en tout cas, formalisées d'un point de vue logique, et ben la conclusion, elle découle du principe de non-contradiction en réalité. Voilà. Ça termine le grand 1, c'est très dense ce chapitre, il y a beaucoup de choses à comprendre, donc vous n'hésitez surtout pas à poser des questions s'il y a le moindre point qui n'est pas clair. De toute façon, on y reviendra sous différentes formes jusqu'à ce que ça soit clair. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième moitié du chapitre, donc le grand 2 et le grand 3.